remercie tous de me rejoindre aujourd'hui pour ce premier webinaire organisé par le cabinet Adesia. Donc, je m'appelle Christelle, je suis consultante RSE. J'accompagne et je forme des TPE et des PME sur les problématiques de la protection de l'environnement dans leur quotidien professionnel, hein. L'idée, c'est de faire que la protection de l'environnement fasse partie intégrante de leur quotidien professionnel. Alors d'abord, pourquoi on a décidé d'organiser ce rendez-vous mensuel avec Adesia? La première chose, c'est que le terme RSE est de plus en plus utilisé dans notre quotidien professionnel. Et du coup, on se rend compte que c'est des enjeux qui sont de plus en plus prégnants dans les activités. D'abord, le terme RSE, donc l'acronyme RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Et le mot sociétal, ça fait référence aux ressources humaines, hein, au côté social de l'entreprise, mais aussi à l'idée que abîmer les écosystèmes, gaspiller les ressources, c'est porter atteinte à l'intérêt général. Donc ce terme RSE, forcément, on entend beaucoup parler sur le côté protection de l'environnement. Et c'est pour ça que Adesia a décidé d'ajouter à ses services, que ce soit l'accompagnement social, l'accompagnement expertise comptable et finance, un volet environnemental sur la RSE. Bon, pour être tout à fait honnête, on va se dire les choses franchement, personne après ce webinaire ne va créer la légende. Ni vous ni moi, on va se transformer en super-héros. Ni vous ni moi, on va sauver le monde, soyons clairs. Le truc, c'est que on organise ce rendez-vous RSE avec Adesia pour 2 raisons principales. La première, c'est que les dirigeants d'entreprise que je rencontre, que ce soit des TPE ou des PME, me disent tous qu'ils voudraient en fait s'engager pour protéger l'environnement, mais qu'ils ne savent pas par où commencer. En fait, c'est un concept qui semble tellement compliqué, voire fumeux, qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et la deuxième raison, c'est que au sein des différents services d'Adesia, que ce soit l'immobilier, RH, même comptable, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de réglementations. Donc, on se retrouve avec le concept RSE qui est déjà difficile pour les dirigeants d'entreprise pour s'y retrouver, mais en plus, on rajoute la réglementation. D'ailleurs, quand j'ai rejoint Adesia il y a quelques mois, une de mes premières missions, ça a été de faire l'état des lieux de cette réglementation. Et sincèrement, a priori, on aurait tendance à se dire que finalement, les obligations réglementaires, il n'y en a pas beaucoup qui pèsent sur les entreprises en matière de protection de l'environnement. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est totalement l'inverse. Les obligations RSE commencent à s'empiler sur la question environnementale pour les entreprises. Simplement, beaucoup de dirigeants d'entreprises ne sont pas au courant. Alors, si je dois synthétiser la réglementation RSE, j'aurais tendance à l'illustrer de cette façon-là, si ma slide veut bien passer. Excusez-moi. Donc, la RSE et la réglementation RSE, si on veut illustrer, on peut imaginer que c'est un grand labyrinthe. Il y a des entrées et des sorties partout. On sait par où on rentre, on ne sait plus par où on sort, il n'y a plus d'issue. Et j'ai fait exprès de mettre une image d'un labyrinthe creusé dans la glace. Donc, ça existe vraiment, c'est au Minnesota. Et je l'ai fait parce que finalement, quand on commence à creuser l'aspect réglementaire, ça refroidit littéralement. Je pense que le service juridique d'Adesia, mes copines m'en voudront pas, mais vraiment pour le commun des mortels, un texte réglementaire, c'est bien froid comme contenu. Donc je me suis dit que pour vous aider à vous y retrouver, ça serait intéressant de vous faire un webinaire spécial réglementation RSE. Et vous l'avez compris, hein, à la base, je ne suis pas juriste, je suis ingénieure d'affaires. Donc mon challenge, c'est d'en faire un sujet suffisamment digeste pour que vous aider à vous y retrouver et le faire de manière assez synthétique puisque la présentation va durer qu'environ 30 minutes. Alors je sais, l'idée du glacier, ça peut paraître contre-intuitif quand on parle de réchauffement climatique, puisqu'en vrai, on parle de réchauffement et donc ça chauffe. On entend d'ailleurs beaucoup parler d'effet de serre dans l'actualité.
Donc avant d'aller plus loin, je vais revenir rapidement sur ce qu'est l'effet de serre pour qu'on parle tous bien de la même chose. Alors l'effet de serre, à la base, c'est un phénomène qui est naturel. Il est causé à 99 à 90 par la vapeur d'eau et par des gaz à effet de serre qui sont naturellement présents dans l'atmosphère, comme le CO2, comme le méthane. D'ailleurs, si on n'avait pas d'effet de serre, en vrai, il ferait -12 degrés partout sur la planète. Donc là, le glacier, on l'aurait, hein. Donc le problème de l'effet de serre, c'est pas l'effet de serre. Au final, le vrai problème de l'effet de serre, c'est son amplification. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, moi j'aime bien prendre cet exemple. Les scientifiques pourront le rediscuter après, c'est pas grave. L'idée, c'est d'illustrer avec quelque chose que vous avez sûrement déjà expérimenté dans votre vie. Imaginez que vous venez de passer la journée à la plage, sur une des belles plages vendéennes, bien sûr. Vous vous apprêtez à repartir avec tout votre barda. Vous avez votre enfant qui pleure, il voulait manger une glace. Votre conjoint qui râle, il voulait voir le début du match de rugby, il va le louper. Et puis, évidemment, vous êtes garé en plein soleil. Et vous rentrez dans l'habitacle et il fait carrément plus chaud dedans que dehors. Mais genre, il fait 10 ou 20 degrés plus dans la voiture qu'à l'extérieur. Bah, l'effet de serre, c'est ça. C'est la chaleur qui rentre dans votre voiture et qui reste piégée dans l'habitacle. Simplement, l'effet de serre, vous l'avez deviné, c'est à échelle mondiale. Donc, vous avez les rayons du soleil qui rentrent dans l'atmosphère, une partie en repart, mais la grosse majorité reste coincée dans l'atmosphère, piégée dans l'atmosphère, grâce notamment à la vapeur d'eau, mais pas que. Et c'est pour ça qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'on n'a pas ce -12 degrés. Donc, on va se le dire tout de suite, on émet tous des gaz à effet de serre. D'ailleurs, rien que le fait de respirer, en vrai, on émet environ 2 kilos de CO2 par jour. Le problème, c'est qu'en plus de notre respiration, on émet toute une pléiade de gaz à effet de serre supplémentaires qui n'étaient pas là à l'origine. Donc, il va y avoir le fameux dioxyde de carbone, hein, le CO2, qui est principalement causé par les transports, dont aussi l'illustration avec la voiture. Et puis aussi, des gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote, qui sont fortement liés à l'agriculture et donc à nos habitudes de consommation. Donc au final, on émet en moyenne 10 à 12 tonnes de CO2 par an, par Français. Et le problème, c'est que pour limiter le réchauffement climatique et donc l'amplification de cet effet de serre, il faudrait diviser nos émissions par 5 ou 6. Ce qui est énorme. Donc je ne vais pas aller plus loin sur les explications pour le réchauffement climatique. On pourrait en parler des heures. Retenez juste que la fresque du climat, c'est un super support pour vous aider à comprendre ce qu'est le dérèglement climatique et les enjeux. D'ailleurs, c'est un atelier qu'on propose chez Adesia. Et même, avec le service communication, on a un tas d'autres ateliers ludiques pour vous permettre, d'organiser, des séminaires team building sur le thème de la RSE et puis fédérer vos équipes autour de la problématique environnementale. Si je vous parle d'effet de serre et de transport, c'est d'ailleurs parce que, bah, la stratégie nationale bas carbone met le focus sur les transports avec un objectif de -97 d'émissions de CO2 liées au transport. C'est énorme. Et donc, bien entendu, ça va avec des réglementations qui vont toucher les entreprises, qui touchent les entreprises déjà aujourd'hui, et notamment la première dont je vais vous parler, celle du plan de mobilité employeur. Alors, vous le trouverez des fois sous le nom de PDME. Oui, parce que non seulement la RSE, c'est compliqué, mais on va aussi rajouter des acronymes, hein, sinon c'est pas drôle. Donc ce plan de mobilité employeur, il est obligatoire à partir de 50 salariés qui travaillent sur un seul et même site. Donc pour faire simple, si vous avez des employés qui sont répartis, à différents endroits du territoire, par exemple, vous êtes une entreprise de nettoyage, vous n'êtes pas concerné par le plan de mobilité employeur. Par contre, si vous avez plus de 50 collaborateurs qui travaillent au même endroit, vous devez mettre en place un plan de mobilité pour optimiser le transport des personnes, mais aussi des marchandises. En fait, quand je rencontre des dirigeants, aussitôt quand on leur parle de mobilité, ils pensent transport, domicile, travail. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les déplacements professionnels et il y a aussi
l'acheminement de matières premières et les livraisons de produits chez vos clients. Donc, pour les négociations, pour la mise en œuvre de votre plan de mobilité, il va falloir mettre autour de la table vos salariés, vos fournisseurs, vos clients. Et ça fait déjà beaucoup de monde. Et on parle de négocier parce qu'il va falloir aussi trouver l'équilibre des enjeux et des impondérables et des impératifs pour vos différentes parties prenantes. Si on prend juste l'exemple de vos salariés, il va falloir commencer à jongler avec leurs enfants, leurs conjoints, les courses, le sport, le papy, le chien, tout ça, tout ça. Et puis vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir encourager le covoiturage, encourager la mobilité douce et les transports en commun. Et ça peut paraître déjà des problématiques super compliquées en termes d'adhésion et il y a plein de solutions et j'aime bien le fait d'avoir à l'esprit que, chaque être humain est différent et ce sont les êtres humains qui font les entreprises. Donc votre entreprise, elle est forcément différente et il y a pas une solution toute faite pour elle en termes de plan de mobilité employeur. Il va falloir la penser de manière personnalisée. Et les enjeux sont assez, importants quand vous mettez, les êtres humains dans la balance parce que, bah, ça complexifie la réflexion. Je suis tombée sur cet article de Le Monde, dans le journal Le Monde au mois d'août. Je l'ai trouvé très intéressant en termes de synthèse. Il disait: «Croire que les Français basculeront de la voiture au transport public sans un avantage en temps de parcours ou en coût relève de la pensée magique». Je trouvais cette synthèse super intéressante. Vous avez le coût d'un côté et l'avantage en temps. Alors du point de vue du coût, honnêtement, je trouverais que c'est un peu discutable parce que, en 2011, quand le patron de Total, il disait qu'on allait peut-être un jour payer le carburant à 2 € le litre à la pompe à essence, personne n'y croyait et puis aujourd'hui, on y est quasiment et on utilise encore la voiture et beaucoup d'autres véhicules, y compris des camions. Donc en vrai, c'est pas tant le coût du pétrole qui va, faire changer les choses. Par contre, l'avantage en temps, je trouve que c'est super intéressant. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous, chef d'entreprise, si vous voulez discuter avec vos salariés. Et en termes de négociation, ça amène plein de choses. Imaginez, voilà, vous voulez mettre en place du covoiturage, vous voulez encourager vos salariés en termes de temps, donc vous allez toquer à différentes portes, y compris l'agglomération, y compris les agents territoriaux, le département et cetera. «Oui, bonjour, messieurs, mesdames, voilà, nous, on voudrait pour nos salariés qu'il y ait des voies de covoiturage à l'entrée de la ville». Clairement, on risque de vous regarder de travers. «Mais attendez, ma petite dame, vous vous rendez pas compte, le prix que ça va coûter, et puis en plus, il faut mettre en place les infrastructures et puis en plus, en fonction des heures, ce sera pas les mêmes routes qui seront employées et puis il y en a qui risquent de tricher et de prendre quand même les voies de covoiturage alors qu'ils sont seuls dans la voiture» et cetera. Alors oui, clairement, ça veut dire que la voie de covoiturage, va peut-être falloir mettre des limites, va peut-être falloir mettre, des plots ou un bloc, ou des blocs en béton, par exemple et c'est la photo que vous avez, à l'écran avec, ce véhicule jaune que moi-même j'ai vu quand je vivais à Boston. Donc, ils ont mis à l'entrée de la ville des plots en béton qu'ils déplacent en fonction que c'est l'heure pour aller au travail ou rentrer chez soi et le véhicule les déplace par en dessous, de droite à gauche et ça s'appelle un road zipper et ça a fait faire des centaines de millions de dollars d'économies, au à la ville de Boston. Donc si je pris cet exemple-là, c'est pour vous montrer que dans votre plan de mobilité employeur, il va s'agir de penser en dehors des clous et chez Adessia, on adore, ces idées un peu audacieuses qui font changer les choses et qui étaient pas prévues au départ. Et clairement, si vous avez, plus de 50 salariés, il va falloir vous appuyer sur, l'intelligence collective pour construire votre solution avec vos parties prenantes. Donc je vous parlais tout à l'heure de la fresque du climat ou d'ateliers ludiques. Ça, c'est typiquement, une occasion d'organiser, par exemple, avec notre service communication, un atelier marguerite holomorphique où vous allez organiser du brainstorming avec les parties prenantes. Alors ça paraît très bucolique, mais ça permet vraiment de sortir, des sentiers battus et de trouver sa propre solution en termes de plan mobilité employeur.
Et quand je dis le mot négociation, c'est pas pour rien, parce que si vous n'avez pas de plan de mobilité employeur, votre banque risque de le prendre en compte dans ses financements, puisque maintenant ils intègrent de plus en plus de critères économiques, sociaux et gouvernance, donc les ESG. Et puis, si vous demandez des aides financières à la région ou à l'ADEME et que vous êtes soumis au plan de mobilité, ils vont vous demander des comptes par rapport à ça. Et de point de vue sanction, vous avez, si vous ne négociez pas, si vous n'êtes pas en mesure de montrer que vous avez négocié autour du plan de mobilité employeur, vous risquez une amende que j'ai lue qui peut aller jusqu'à 3 750 € et 1 an de prison. Alors, j'entends certains d'entre vous d'ici se dire: «Oui, mais nous, on est moins de 50, donc on est tranquille, on n'est pas concernés». Heu, Quand on parle de CO2 et de réchauffement climatique, c'est l'énergie de manière générale. Donc il y a les transports avec le pétrole, mais il y a aussi l'électricité et le gaz. Et ça m'amène au décret tertiaire qui peut vous concerner. Donc le décret tertiaire, c'est quoi? Alors c'est un vrai labyrinthe administratif. Franchement, en termes de complexité RSE, je vous avoue, c'est mon préféré et vous allez voir pourquoi. Alors la première question sur le décret tertiaire, c'est de vous demander si vous êtes un professionnel du tertiaire. Alors ça paraît simple, dit comme ça, mais en réalité, il y a 24 catégories de métiers qui sont listées et en plus, dedans, il y a des subtilités et des sous-catégories. Donc vous pouvez être par exemple un commerce, un hôtel, un restaurant, une activité de santé, de conseil, d'enseignement, de sport, de transport. Vous pouvez être concerné. Donc, je ne vais pas lister dans le détail tous les métiers. Vous pouvez retrouver la liste sur le site d'Adesia. Et si vous faites partie des activités concernées, il y a une deuxième question à vous poser, qui est celle de la taille du bâtiment où se trouvent vos locaux. J'ai bien dit non pas la taille de vos locaux, mais la taille du bâtiment où se trouvent vos locaux. Et il s'agit de savoir si ce bâtiment a une surface dédiée au tertiaire supérieure ou égale à 1000 m². Donc autrement dit, pour faire simple, si vous avez un petit bureau de 50 ou 400 m² dans un immeuble d'habitation, vous n'êtes pas concerné. Par contre, si vous avez un bureau ou un petit restaurant ou un salon d'esthétique dans une galerie marchande, vous pouvez être soumis au décret tertiaire. Et autre complication, si vous avez une activité plutôt de fabricant, que ce soit artisanale ou industrielle, vous pouvez quand même être concerné par le décret tertiaire. Et pour le savoir, accrochez-vous, il faut faire la somme de surfaces non dédiées à la production. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'addition des surfaces de bureaux, de restauration, de parking couvert, d'entrepôts, mais selon les durées de stockage, pour savoir si vous êtes soumis au décret tertiaire. Je vous avais dit que c'était mon chouchou, j'espère que vous appréciez. Alors, vous allez me dire à quoi ça amène cette réglementation? C'est quoi les obligations? Donc, si vous êtes soumis au décret tertiaire, il va falloir déclarer votre consommation d'énergie. Alors, attendez, parce que j'ai encore des gens qui se connectent et c'est très désagréable. Ok, excusez-moi. Donc, il va falloir déclarer votre consommation d'énergie, donc choisir une année de consommation sur les 10 dernières années. Donc, c'est pas très éthique, mais je vous incite à déclarer l'année où vous avez consommé le plus, parce qu'il va falloir faire des économies de consommation. Je reviens sur mon écran. Donc, ces économies obligatoires de consommation vont commencer jusqu'à moins 40% d'énergie en 2030, moins 50% en 2050 et moins 60% en 2050. Vous les voyez s'afficher. Ça veut dire que je ne sais pas si la loi va rester en l'état, vu la complexité pour l'appliquer, mais clairement, il va falloir faire des actions en termes d'économie d'énergie. Ça va passer par l'isolation des bâtiments, de la programmation des chauffages, de l'éclairage LED, etc. Et vous êtes concerné que vous soyez propriétaire ou locataire.
Donc, si vous croyez que vous avez tout compris, j'ai un détail pour vous qui veut dire beaucoup. C'est que propriétaire ou locataire, vous allez devoir faire ces déclarations. Et en termes de coûts pour, par exemple, isoler le bâtiment, la répartition des coûts va varier en fonction de ce qui est écrit dans votre bail et de l'année de signature de votre bail. Alors, je vais m'arrêter sur la complexification. Sachez qu'on a des experts juristes en interne pour vous aider à y voir plus clair. Et encore une fois, il y a des vraies sanctions qui sont prévues, hein. Si vous ne faites pas vos déclarations, ça va à 1 500 € pour une personne physique jusqu'à 7 500 € pour une personne morale. Donc, il faut faire ces déclarations et il faut faire les économies pour se mettre en conformité. La question, c'est comment faire? C'est-à-dire que le décret vous donne des objectifs, mais il ne vous dit pas comment faire ces économies. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image en fond d'écran pour illustrer. C'est une image des ingénieurs de General Motors. C'est une image d'archive, ça date des années 80-90. À l'époque, pas de logiciel, pas d'ordinateur, pas d'internet, donc ils faisaient leurs plans sur papier, et sur des grandes tables. Donc, je vous parle pas des troubles musculo-squelettiques, mais il n'empêche que j'aime bien cette image pour montrer qu'on utilise tellement l'énergie dans notre activité professionnelle et nos activités quotidiennes qu'on ne se rend plus compte de tout ce qu'on utilise. Et que si vraiment vous voulez être efficace et atteindre ces objectifs, il va falloir en fait faire un état des lieux de toutes vos consommations pour savoir où mettre le curseur et identifier des actions et des financements à obtenir pour faire ces économies d'énergie. Donc c'est pareil, hein, je peux vous aider à identifier des moyens de financement pour des travaux, des choses comme ça, et vous accompagner pour la constitution des dossiers. D'ailleurs, c'est gratuit. Mais clairement, il va falloir faire même un audit énergétique, si vous pouvez, pour identifier des actions qui soient efficaces et rentables. Alors maintenant, si vous passez au travers du plan de mobilité employeur et du décret tertiaire, j'ai un autre sujet à aborder avec vous aujourd'hui. Parce que, vous voyez, quand on regarde cette image, c'est pas si idyllique que ça. Parce que d'accord, ils utilisaient beaucoup moins d'énergie, mais je vous dis pas la quantité de déchets papier et stylos et boîtes de stylos qu'ils devaient générer. Donc ça m'amène à une 3e réglementation à laquelle vous pouvez être soumis, qui est celle des déchets. Alors au départ, c'est assez simple, juste vous emballez pas trop. Emballage, j'espère que vous appréciez. Alors il y a 2 réglementations, au départ à penser pour les déchets en entreprise. La première, c'est que depuis 2015, si votre entreprise génère plus de 1 100 litres de déchets par semaine, vous êtes obligé de mettre en place le tri sélectif pour 5 types de déchets. Vous devez trier papier, carton, métal, plastique, verre et bois. Alors, ça paraît peut-être évident quand j'en parle comme ça à beaucoup d'entre vous parce qu'on est très sensibilisés au sujet. Il n'empêche que j'ai encore entendu parler il n'y a pas longtemps d'un salon de coiffure qui mettait dans la poubelle noire toutes les bouteilles de shampoing qui étaient pourtant en plastique recyclable. Je pense qu'à un moment donné, le pas vu, pas pris aura ses limites. D'ailleurs, il y a des sanctions qui sont également de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Donc, ça va fonctionner qu'un temps. La 2e réglementation qui est aussi, facilement accessible, c'est qu'à partir de 2025, quel que soit votre secteur d'activité et la quantité de déchets, vous allez devoir mettre en place le tri à la source des biodéchets. Donc la définition de biodéchets, c'est non dangereux et biodégradable. Donc en général, ça vient des espaces verts, de l'alimentaire ou de la cuisine. Et autrement dit, même si vous avez une activité de conseil, il va falloir mettre un composteur dans vos bureaux. Pas de panique, hein, ça peut rester, très hygiénique, il y a plein de solutions pour ça. Mais globalement, voilà, pour les déchets, vous avez déjà ces 2 réglementations à avoir à l'esprit, le tri des 5 familles de déchets et faire du compost. Ça c'est et ça va devenir vraiment obligatoire. J'ai un nouveau détail pour vous, sinon c'est pas drôle, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, la loi AGEC, qu'on appelle souvent AGEC. Alors cette loi-là, pardon,
et ils vont instaurer des nouvelles filières de retraitement des déchets. Alors c'est un sujet pour lequel on est déjà un peu familiarisé. Heu, Vous et moi, on a tous chez nous, quelque part, peut-être sous le lit, une boîte de piles usagées et puis un jour, quand on y pensera, on les amènera au magasin pour les recycler. C'est la même idée avec la loi AGEC. Simplement, on va élargir le nombre de produits concernés et surtout, pour vous, entreprises, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le principe affiché et assumé de cette loi, c'est celui du pollueur-payeur. Donc autrement dit, si vous vendez ou vous fabriquez des produits qui un jour ou l'autre vont finir à la poubelle, vous êtes désormais considéré comme responsable. J'ai bien dit vendre ou fabriquer, parce qu'en fait, cette loi, elle a élargi la responsabilité des entreprises. C'est la fameuse responsabilité élargie des producteurs, la REP, qui englobe les fabricants, les importateurs, les assembleurs et les metteurs sur le marché français. Ça veut dire que les professionnels, qui fabriquent, vendent ou mettent sur le marché des différents produits comme les jouets, les articles de sport, les articles de bricolage ou de jardinage, les véhicules, les matériaux de construction et cetera. Ces professionnels, donc qui sont beaucoup plus nombreux, vont devoir adhérer à un éco-organisme certifié qui correspond à leur filière. Et cet éco-organisme va assurer la collecte, la dépollution, le recyclage, mais aussi le réemploi, la réparation, la réutilisation, l'éco-conception des produits. Donc, si vous êtes un simple vendeur en ligne sur une marketplace pour l'un de ces produits, par exemple, il va falloir payer pour la prévention et la gestion des déchets qui seront générés en bout de chaîne. Littéralement, il va falloir descendre les poubelles en termes de quantité. Et en termes de sanctions, c'est pas très clair parce que c'est des choses qui sont en cours de mise en place, hein. Certains disent qu'il y a pas de sanctions vraiment prévues, mais qu'il y a un risque de se faire casser les pieds en local par, ceux qui collectent les poubelles. Je sais pas si à titre particulier, on vous a déjà fait le coup de vous laisser vos poubelles sur le trottoir parce que c'était mal trié. Bah, là, vous risquez de vous retrouver avec ce problème-là en tant qu'entreprise. J'ai lu aussi qu'il peut y avoir un pourcentage de prix de 1 à 4 sur le chiffre d'affaires du dernier exercice. Donc encore une fois, c'est en construction, mais clairement, je pense que pour payer moins, il va falloir polluer moins et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai employé le mot éco-conception parce que, vous pouvez aussi, réfléchir à votre chaîne de valeur à différentes étapes que ce soit en amont au niveau des produits que vous allez, mettre sur le marché, que ce soit la fabrication ou la vente. Quels produits je mets en place? Est-ce que c'est des produits éco-responsables ou faciles à réparer ou faciles à retraiter? Et puis en bout de chaîne, pour le retraitement justement, c'est l'occasion aussi d'avoir des nouveaux partenariats, que ce soit avec des artistes ou des associations. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu illustrer avec cette photo. C'est une association en Afrique qui s'appelle DARE. Alors j'adore parce que ça veut dire oser, donc on est encore sur l'idée d'audace. Hem, donc en Afrique, on voit souvent, passer, des images des décharges à ciel ouvert de déchets occidentaux. C'est clairement un drame, humain et écologique, hein, je reviens pas là-dessus, mais je trouvais cette association intéressante parce qu'ils en ont fait aussi une opportunité. C'est-à-dire qu'ils croulaient sous les bouteilles plastiques eh ben, ils ont trouvé le moyen de réutiliser ces bouteilles en plastique pour fabriquer des maisons, et donc en faire leur matière première. Alors l'ironie du sort, c'est que ça fait des maisons qui coûtent moins cher et qui sont plus solides et c'est pour vous illustrer que cette loi peut aussi être une nouvelle opportunité pour votre activité, pour votre entreprise et on peut vous encourager et vous accompagner sur comment identifier ces nouvelles opportunités et diversifier, votre activité et même revisiter votre offre en fait, sous l'angle RSE. Quand je dis opportunité, ça peut paraître un peu fumeux encore une fois, mais imaginez, revenez un peu en arrière dans les années 90. J'aime bien ce parallèle. Dans les années 90, vous demandiez peut-être: «Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un site web pour mon entreprise?» ou même à titre personnel, vous vous demandiez peut-être si ça valait le coup de vous créer une adresse mail. Si vous pouviez remonter le temps, vous vous diriez sûrement: «Oui, oui, d'ailleurs, investis sur, certaines grandes marques, du numérique» et ben là, c'est la même chose. Je pense que, le virage RSE, il est là, en fait, hein. Si vous devez chercher de nouvelles opportunités de business,
c'est ici qu'il faut réfléchir. Et d'ailleurs, c'est aussi un levier de réduction des coûts, que ce soit d'énergie, de matières premières, mais aussi des coûts de fonctionnement et des gains d'efficacité. Et puis, sur certains métiers qui sont largement victimes d'un manque de main-d'œuvre, c'est un moyen de fédérer les équipes et de recruter des personnes qui vont donner un sens nouveau à leur métier. Donc, si vous voulez faire de la RSE dans votre activité, je vous recommande de commencer par ces 3 leviers: transport, énergie et déchets. Déjà parce que ça va peut-être vous permettre de rentrer en conformité et puis ça permet de faire un pas vers la transition écologique. Alors bien sûr, vous vous dites peut-être que vous êtes une petite entreprise, peut-être une petite PME ou juste une TPE entre guillemets, donc peut-être que à quoi bon passer du temps sur ce type de sujet? Parce qu'il y a plein de grosses entreprises qui polluent, hein, et je ne vous dirai pas le contraire. Il y a des entreprises qui sont très impactantes parce que très grosses et pour elles, il y a des réglementations, complémentaires, qui les concernent. Il y a par exemple le bilan carbone qui existe depuis les années 80, qui a été inventé par un ingénieur français qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui maintenant inspire les normes internationales, donc on peut être fier. Ce bilan, carbone, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés sur le même numéro de SIRET. Donc c'est moins de 1 des entreprises françaises. Donc statistiquement, il y a de fortes chances que vous soyez, dans la marge, que vous ne soyez pas concerné. Si vous l'êtes, c'est une sanction de 10 000 à 20 000 € si vous n'avez pas publié votre bilan carbone. C'est aussi un risque pour obtenir des financements bancaires. Après, il y a cette nouvelle réglementation dont vous allez entendre sûrement parler dans l'actualité, ou vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle la CSRD. C'est une réglementation européenne qui a été votée cet été, qui touche aussi des grandes entreprises. Alors cette fois-ci, c'est selon 3 critères. Il faut qu'elles répondent à 2 de ces critères sur les 3. Donc soit elles ont plus de 250 salariés et ou plus de 40 millions de chiffre d'affaires et ou plus de 20 millions de bilan. Donc, en gros, ça touche 50 000 entreprises en France sur 4 millions d'entreprises. Si vous êtes concerné par cette réglementation ou si l'un de vos clients est concerné, ça veut dire qu'il y a un risque aussi juridique qui va s'instaurer. S'il ne se met pas en conformité et ne déclare pas son impact extra-financier, il peut faire l'objet d'une atteinte à sa réputation puisqu'il peut y avoir une déclaration publique de non-conformité. Il peut faire l'objet d'une ordonnance de cession liée au domaine, d'activité, qui est en infraction et il peut même y avoir une sanction pécuniaire avec un pourcentage pris sur les profits perçus à cause de cette infraction. Statistiquement, les 50 000 entreprises qui sont concernées, il y a à peu près 1 sur 10 qui est, prête à franchir le pas. Donc il y a encore beaucoup de travail. Alors vous dites peut-être que vous êtes petit, mais même ces mastodontes vont devoir rendre des comptes et ils vont devoir demander des comptes à leurs prestataires, aux fournisseurs, qui eux-mêmes vont devoir rendre des comptes à leurs prestataires, vont demander des comptes à leurs prestataires, à leurs fournisseurs, qui eux-mêmes vont devoir demander des comptes et peut-être que vous, un bout de chaîne, à bout d'un moment, vous risquez d'être embêté. Donc chez Adessia, l'idée, c'est de vous accompagner pour ne pas subir les obligations ou les nouvelles demandes de vos clients. Et aussi parce que les petits poissons peuvent nager aussi bien que les gros. Alors, vous m'excuserez, j'espère que vous aimez la comptine. Ma petite fille fait que de me la chanter, mais là, je trouve que c'est parfaitement indiqué. C'est pour ça que je vous ai mis l'illustration de ces poissons. Donc, c'est des anchois. Pour ceux qui n'en mangent pas souvent, c'est des tout petits poissons. Ça pèse 20 grammes. C'est tellement petit qu'on a du mal à les étudier. Et en plus, ils ont tendance à rétrécir du fait du réchauffement climatique et de la surpêche. Et pourtant, les scientifiques viennent de se rendre compte que ces petits poissons, en période de reproduction, ils créent des tourbillons dans l'eau avec des millions de poissons et ça crée un brassage des micro-éléments qui participent à la santé de la biodiversité marine. Donc j'aime bien cette image pour vous illustrer que je suis convaincue que ces millions de type TPE, PME ou comme les millions d'anchois, à un moment donné, on peut tous contribuer, les 99 d'entreprises, à la transition écologique et à la santé économique du pays.
Il y a un énorme boulot à faire finalement, les mastodontes, ils pèsent pas tant que ça sur la quantité de personnes qui peuvent prendre les décisions qu'il faut. Donc avant, vous aviez le colibri ou le poisson du Brésil, pardon, le papillon du Brésil. Maintenant, vous avez le petit anchois de Méditerranée. Donc c'est à vous de voir, qui vous voulez être. Mais ce que je veux vous illustrer, c'est que les énormes poissons, bon gré mal gré, ils vont devoir apprendre à nager et à rendre des comptes sur leur impact environnemental. Et à un moment donné, vous aussi, vous risquez d'être touché. Alors autant commencer à y réfléchir et vous faire aider par des personnes qui vous accompagnent, qui accompagnent votre vie, de la vie de votre entreprise. Pourquoi pas votre expert comptable ou votre commissaire aux comptes. Je vais pas détailler plus que ça le bilan carbone et la CSRD parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Juste la CSRD, sachez que c'est 12 normes qui font chacune entre 40 et 60 pages de description. Donc ce serait très, très long. Bien sûr, vous allez pouvoir je vais regarder tout à l'heure si vous m'avez mis des questions. Vous allez aussi pouvoir m'envoyer vos questions. Je vais prendre le temps de vous répondre individuellement, il y a pas de problème. Donc comme je dis, hein, c'est extrêmement long et compliqué à détailler et en plus, c'est en train de bouger. Par exemple, le bilan carbone, jusque-là, ça concernait les entreprises de plus de 500 personnes. On peut se considérer comme tranquille et puis il y a eu le covid et avec le covid, les entreprises qui ont bénéficié du plan de relance et qui ont plus de 50 salariés sont maintenant obligées de publier un bilan carbone simplifié. Vous voyez, ça bouge. Autre exemple, ce sont, les experts comptables et les commissaires aux comptes qui maintenant vont devoir intégrer les données extra-financières dans leur rapport de gestion pour les grosses entreprises. Donc le climat change, mais les lois également. Et je vais finir sur cette illustration. Je vous parlais, en commencement du glacier et ben, justement, vous voyez sur cette image, c'est la frontière italo-suisse. À l'époque, les géographes, ont dessiné, la frontière en se basant sur la crête des montagnes et des glaciers. Jusque-là, ça paraissait, gravé dans le marbre, hein. La frontière, on la fixe sur une montagne, les montagnes, ça se déplace pas, on est tranquille. Et puis, le glacier fond et du coup, bah, la frontière se déplace. Ça paraissait impensable et la montagne bouge. Et ben, quand j'ai commencé en 2009 sur le développement durable pour accompagner des entreprises, c'était l'inertie générale. Franchement, quand je rencontrais des dirigeants d'entreprise, ils donnaient l'impression de devoir déplacer des montagnes. Et pourtant, là, maintenant, les choses bougent et s'accélèrent. Dernier exemple en date, c'est la Banque de France qui commence à intégrer les critères extra-financiers dans la notation de la santé financière des entreprises. Donc, les banques vont de plus en plus se baser là-dessus pour définir où est-ce qu'elles investissent et où est-ce qu'elles accordent des prêts et à quel taux. Il y a 15 ans, la réglementation, c'était donc la chose difficile à faire bouger et aujourd'hui, ça s'accélère et ça bouge. Et c'est aussi ma mission, hein, chez Adessia de vous aider à vous retrouver et à pas subir les obligations, mais à en faire une opportunité. J'arrive au bout de cette présentation. J'espère que j'ai pas été trop longue avec ce tour d'horizon réglementaire. Je suppose qu'en 30 minutes, je vous ai donné un petit peu le tournis. Mais j'ai une bonne nouvelle, pour conclure. C'est, qu'à l'issue de cette présentation, je vous partagerai le replay, mais je vous enverrai aussi un lien vers un outil qu'on a développé spécialement chez Adessia, qui va vous permettre de faire le point sur vos obligations réglementaires. Donc, en une dizaine de questions, rapidement, vous allez avoir un état des lieux de la réglementation qui vous concerne, une première information pour vous aider, bah, à pas perdre la boussole, si vous me permettez. Et puis bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Et puis, bah, je vous aiderai à faire le point et à vous aider à pas vous y perdre, sur le chemin de la RSE. Et puis de toute façon, je reste joignable et vous aurez un prochain webinaire dans un mois qui sera probablement sur le sujet de la RSE dans le bâtiment et les TPE. Alors je vais regarder, vu que j'ai fini ma présentation, si vous avez des questions que vous m'auriez mis en commentaire, auxquelles je pourrais répondre tout de suite.
Alors, je vois passer vos questions, je vais commencer. D'accord, donc au départ, il y a des problèmes d'image. Ah oui, effectivement, pour le covoiturage dans le milieu professionnel, il y a bien des applications mobiles qui existent, pardon, j'ai fait un lapsus, qui existent comme Klaxit. Il y en a une autre aussi, mais j'arrive pas à me rappeler le nom. Je crois que c'est Caros ou quelque chose comme ça. Donc, je peux aussi vous envoyer le lien pour vous aider à vous orienter. Il y a aussi une start-up qui s'appelle 1 kilomètre à pied qui favorise cette fois-ci tout ce qui est mobilité douce, qui est assez sympa. Ils font pas mal de choses. Je les suis sur LinkedIn et c'est assez, heu, c'est assez sympa tout ce qu'ils proposent en termes de solutions. Alors, je vois une autre question pour les TPE de 5 salariés. Sont-ils concernés et par quoi? Alors, je ne sais pas quel est, votre secteur d'activité. Donc, vous pourrez le faire déjà de manière individualisée sur l'outil que je vous enverrai. À chaud, je vous dirais qu'en termes d'obligations, il va falloir, peut-être vous interroger sur le décret tertiaire, si vous êtes une activité du tertiaire ou même si vous avez, des bureaux, une restauration, un parking couvert et cetera. Donc, je peux vous aider à savoir ça et puis, une TPE peut être aussi concernée sur l'aspect gestion des déchets, que ce soit pour le tri ou le compost, mais aussi, pour, adhérer à un éco-organisme. Donc là, il faut regarder avec votre secteur d'activité. Après, il peut y avoir plein d'autres subtilités. Par exemple, si vous faites des travaux dans votre entreprise, il y a aussi, à partir d'une certaine surface en mètres carrés, l'obligation d'installer, des panneaux solaires ou des, toits végétalisés. Donc, c'est pareil, ça dépend de vos projets au sein de l'entreprise. Encore une fois, je peux vous accompagner. Comment écrire et mettre en avant sa démarche RSE? Alors là, c'est une question très compliquée. La démarche RSE, comment l'écrire? Je dirais d'abord impliquer vos salariés et toutes vos parties prenantes, donc c'est un gros travail avec la gouvernance. L'ISO 26000 est un bon outil, mais c'est pareil, c'est des choses qui sont lourdes et qu'il faut se faire accompagner pour le mettre en place et ensuite, moi je pars du principe qu'il vaut mieux aller sur la réglementation d'abord pour déjà commencer par vous mettre en conformité. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous présenter, ce matin. Il faut construire étape par étape, pour pas non plus, se mettre la tête sous l'eau dès le départ. Chaque petit pas, j'aime bien la méthode Kaizen pour ça, pas à pas, tranquillement, vous mettez en place vos changements et justement, comment la mettre en avant? Je dirais communiquer. Franchement, hésitez pas parce que déjà, ça va commencer à rassurer, à montrer que vous êtes engagé, que vous vous questionnez sur votre démarche. Même si vous faites, pas tout parfaitement, dans l'immédiat, j'aime bien l'idée du super-héros ou des bisounours parce que c'est ça. Il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, je leur réponds en premier lieu, bah, je respire. Donc oui, j'émets du CO2 tous les jours rien qu'en respirant. Maintenant, ceci étant dit, j'essaye de faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Et si vous déjà, vous commencez à mettre en place des choses et à le montrer et en discuter, vous allez commencer à donner envie et ça va aussi vous crédibiliser dans votre démarche. Vous affichez pas que vous êtes vert, affichez plutôt ce que vous faites concrètement et ça vous aidera aussi pour recruter et fidéliser vos équipes. Alors, le secteur de la crèche, petite surface aussi. La crèche, alors ça dépend du bâtiment où vous vous trouvez. Ça dépend aussi si vous êtes une crèche publique ou privée, parce que dans le secteur public, j'en ai pas parlé là, mais il y a aussi beaucoup de réglementations, qui sont différentes sur le bilan carbone, sur les économies d'énergie et cetera. Donc là, l'intervention, c'est un peu difficile pour moi de rebondir. Je suppose qu'en termes de tri des déchets des couches, pour avoir une petite fille, je pense qu'il va falloir passer aux couches lavables ou alors, mettre en place des choses, dans le tri des déchets si vous le faites pas encore. C'est fait et bah, super si c'est fait. Après, je peux vous aider si vous êtes une crèche privée, à mettre en place d'autres choses et à réfléchir, en termes d'énergie ou de choses comme ça où, il y a pas mal de choses à faire, forcément.
Je ne sais pas la surface de la crèche, donc je ne peux pas. Si vous êtes une crèche privée, par contre, en termes d'entreprise et que vous avez qu'un seul bâtiment qui est moins de 1000 m², je pense que là, comme c'est des entreprises qui sont plutôt des grands groupes, la plupart du temps, hein, qui mettent en place des crèches privées, du coup, là, ça va plus rentrer, dans la globalité de l'entreprise ou des entreprises qui financent votre crèche si c'est une crèche, de type, regroupement d'entreprises. Je vois pas d'autres questions, pour le moment s'afficher. De rien, Marie-Laure. Anne-Laure, excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis encore disponible quelques minutes pour vous répondre. Vous pouvez aussi, soit m'envoyer un mail, soit prendre rendez-vous directement sur le site d'Adesia, et sur l'outil que je vais vous envoyer en lien, qui est gratuit, hein, pour faire, votre état des lieux. Vous répondez aux questions et vous pouvez, me demander un rendez-vous directement, si vous souhaitez, juste faire un entretien, pour faire un état des lieux, il y a pas de souci et avoir des informations. J'espère en tout cas que cette présentation, vous aura été utile et de toute façon, je reste joignable et je reviendrai avec, des nouvelles, informations et sûrement un webinaire, je disais sur le BTP, dans un mois. Si vous avez plus d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous remercie tous d'avoir répondu présent pour ce premier webinaire.